Eh ben, merci beaucoup pour cette nouvelle invitation sur ce sujet qui mérite une application de long terme. C'est ce que fait la Maison des Potes et également la Fondation Abbé Pierre. Cet enjeu de l'attribution des logements sociaux, il est vraiment fondamental. Si on veut lutter contre la crise du logement, si on veut trouver des solutions dignes pour les 3,8 millions de personnes qui sont mal logées, évidemment, il faut construire davantage de logements, des logements accessibles, il faut réguler les loyers, mais l'outil le plus simple, le plus rapide, ce sont les attributions de logements sociaux. Il y en a 480 000 chaque année. Donc vous voyez, il y a à peu près 60 000 ménages en attente de leur droit au logement opposable, ils ont été déclarés prioritaires, et on dit on n'est pas capable de leur trouver un logement. 60 000 ménages depuis 2008 qui attendent, alors qu'il y a 480 000 attributions chaque année. Donc c'est vraiment ça ne peut pas suffire à régler la crise du logement, de mieux attribuer les logements sociaux, mais pour les ménages vraiment qui sont le plus en difficulté, qui sont dans des taudis, qui sont en danger pour leur santé, pour celle de leurs enfants, c'est vraiment la clé. Le problème, c'est que ces attributions, on le voit, parfois sont entachées de suspicions réelles ou avérées, de discrimination. Ça a été dit. Des enquêtes de l'INSEE ont montré que les ménages d'origine extra-européenne attendaient plus longtemps un logement social. Alors il peut y avoir plusieurs raisons, c'est parce qu'ils ont aussi des revenus en moyenne moins élevés, ils demandent des logements soit plus petits que la moyenne, soit plus grands que la moyenne, qui sont les logements qui manquent le plus. Ils sont concentrés dans les grandes agglomérations, il y a plus de temps d'attente de logements sociaux, mais quand même, on a un sentiment qu'il y a un peu de poids de mesure, et ce sentiment est corroboré par de nombreux exemples locaux qui ne font pas forcément une réalité statistique, mais qui sont très avérés. Certains ont été mis en lumière par la Maison des Potes. Il y a eu parfois des condamnations, très rarement, parce que c'est très dur, et il faut beaucoup d'abnégation pour montrer une discrimination, vous le savez tous. Montrer qu'on est discriminé pour l'accès au logement social, il y a rarement quelqu'un qui vous dit « je ne vous donne pas de logement social parce que vous êtes noir ». Donc je trouve que c'est arrivé et qu'il y avait un dictaphone pour enregistrer la conversation. Donc c'est arrivé une fois. Mais on a de nombreux exemples. Par exemple, une sociologue qui s'appelle Marine Bourgeois qui a fait une étude auprès des personnes qui sont chargées d'attribuer les logements sociaux. Donc elle les a suivis pendant des semaines et des mois. Et au bout d'un moment, ces personnes-là se lâchent un peu, ils disent comment elles fonctionnent réellement. C'est-à-dire au-delà des règles écrites qui évidemment disent pas, il ne faut pas donner les logements aux Noirs et aux Arabes. Mais ce qui se fait souvent, c'est ce que Soumia a un peu dit, c'est la mixité sociale, qui est un objectif que tout le monde partage, parce que ça veut tout dire et rien dire, se transforme en mixité ethnique. Et cette mixité ethnique n'est pas seulement basée sur le pays de naissance ou la nationalité des personnes, mais est basée sur le patronyme. C'est-à-dire quand vous appelez Ibrahim, que vous soyez français ou malien, que vous soyez né à Bamako ou à Paris, vous appelez Ibrahim. Et pour certains agents d'attribution ou certains élus locaux, ça reste un critère de non-attribution au nom de la mixité sociale qui devient une mixité ethnique au nom de la lutte contre les ghettos. Alors le ghetto, ça veut aussi tout dire et rien dire, parce que tout le monde voit un peu le ghetto à sa porte. Par exemple, le maire de Roy-Malmaison avait un moment démoli des logements sociaux parce que chez lui, il y avait des ghettos. Alors si vous connaissez Roy-Malmaison, on est assez loin du Bronx et de Chicago. Voilà. Donc ce qui est embêtant dans cette pratique de mixité sociale ou ethnique, c'est qu'elle se fait parfois pour camoufler des discriminations racistes. Voilà, ça existe dans ce pays, il y en a même beaucoup, il suffit de voir les élections. Et puis parfois ça se fait au nom de l'intérêt même des habitants. Donc c'est pour leur propre bien qu'on va leur refuser tel ou tel type de logement parce que quelqu'un, quelque part, s'est dit que non, des Algériens avec des Marocains, c'est pas bien. Non, trop de Turcs à un endroit, c'est pas bien. Alors parfois, c'est soi-disant pour leur bien. C'est ce qu'on appelle les politiques de peuplement. Donc quelqu'un va faire des grandes théories à partir de son bureau pour savoir quelle nationalité, quelle origine supposée ou réelle peut cohabiter plus ou moins bien. Ça, c'est à proscrire, c'est illégal. Il y a eu un colloque intéressant il y a quelques mois, organisé par le Défenseur des droits, à partir d'une étude qui a été menée sur 5 sites pendant 2 ans. Et il y avait un cas, c'était des familles turques à Rennes. Rennes, c'est la ville modèle du logement, notamment du logement social, tout y marche bien, c'est les bons élèves. Et bien il se trouve qu'à Rennes, ils avaient quand même, les élus, les bailleurs sociaux, l'habitude de se dire qu'il ne faut pas qu'il y ait trop de Turcs concentrés au même endroit. Et donc c'était dit explicitement dans la salle, devant le Défenseur des droits, de dire nous, on refuse maintenant les Turcs dans tel quartier. On essaie de les mettre dans tel quartier. Et là, il y a un consultant qui arrive, vous savez, vous pouvez dire ce que vous voulez, mais
c'est le code pénal. Vous êtes passible de sanctions pénales parce que vous avez dit ça, parce que vous faites ça. Vous n'avez pas à dire que les Turcs doivent vivre dans tel ou tel quartier. Ce sont des citoyens, ce sont des demandeurs de logements sociaux. Il n'y a aucune raison de penser qu'un Turc à Rennes est mieux dans tel ou tel quartier. Ne pensez pas à la place des autres. Déjà, respecter les règles de justice sociale, respecter les critères d'attribution. Donc ça, c'est un combat de la Fondation Abbé Pierre, vraiment, de se dire qu'il faut limiter l'aspect discrétionnaire, parce que parfois c'est clientéliste, dans l'attribution de logements sociaux. Il faut des règles. Aujourd'hui, les règles sont assez vastes, assez larges, assez vagues, et donc il faut les préciser. Le DALO, c'était une première manière de dire, il y a des gens, ils attendent depuis un délai anormalement long, parfois depuis 10 ans. Peut-être que ça cache une discrimination. Et donc, dans ces cas-là, pour ce critère, mais aussi pour 5 autres critères, vous êtes reconnu prioritaire et urgent à reloger. Donc, ça s'impose à l'État, ça s'impose à la préfecture, elle doit vous reloger, et elle n'a pas à dire oui, mais vous êtes turc, oui, mais vous serez mieux dans tel endroit, etc. C'est la loi. La loi n'est pas toujours respectée, mais il faut partir de ce critère-là. Dans le projet de loi égalité et citoyenneté qui nous intéresse aujourd'hui, il y a une tendance à accentuer les critères, à forcer un peu la main des bailleurs sociaux, des différents réservataires, des élus locaux. C'est très bien, c'est vers ça qu'il faut aller, parce que spontanément, on voit qu'il y a beaucoup de discrimination. Et donc, il faut faire appliquer la loi. Il y a des critères qui sont assez vagues, mais qui existent et il faut les respecter. Le projet de loi, au départ, disait il faut respecter les critères légaux de priorité. Ça a l'air un peu bête, hein, mais en gros, ça veut dire que quand vous répondez aux critères de priorité, vous devez avoir un logement social avant les autres. Ça s'appelle la priorité. Eh bien, au départ, c'était ça, il faut respecter les critères, et puis au fur et à mesure de l'écriture du projet de loi, c'est devenu, il faut prendre en compte les critères de priorité. Donc nous, à la Fondation Abbé Pierre, on pense que la loi elle doit être appliquée. Et s'il y a des critères de priorité, il faut les appliquer, il faut les respecter. Donc on a un amendement, c'est il faut respecter les critères de priorité. C'est tout bête, mais rien que ça, c'est important. Le projet de loi dit aussi il faut attribuer des logements sociaux pour le contingent communal, dont parlait Sounia, et pour le contingent d'Action Logement, il faut orienter à hauteur de au moins 25% ces logements sociaux vers des prioritaires. Nous, on dit, bon ben, c'est 25%, c'est mieux que 0%, mais si on est prioritaire sur tous les logements sociaux, sur toutes les attributions, pas sur un quart des attributions. C'est comme si dans le métro, vous avez 4 femmes enceintes, et vous laissez asseoir une femme enceinte. Parce que vous dites, écoutez, bon, ça va, j'ai déjà laissé un quart des places dans le métro pour les femmes enceintes. Non, tant qu'il y a des prioritaires, tant qu'il y a des femmes enceintes ou des multiléguières, il faut leur laisser les places parce qu'on estime, selon les critères, multiléguières, femmes enceintes, et puis dans le cas du logement social, des critères qui peuvent être discutés, mais qui sont établis par la loi, qui sont parfois déclinés localement dans les accords collectifs, dans les PDLPD. Si ces critères ont un sens, il faut leur donner le logement social avant les autres. Et s'il reste des places, eh bien, ceux qui passent après auront une chance d'avoir ce logement social. Donc on a également un amendement sur la préférence communale. C'est aussi une autre forme de discrimination qui ne dit pas son nom, c'est ce que Soumia a dit, hein. Il faut être né en Berry, alors là c'est vraiment c'est la loi du sang quasiment, c'est complètement hallucinant. Mais sans aller jusque là, et surtout ce qui est intéressant c'est que c'est pas écrit, souvent c'est pas écrit, c'est juste tacite, tout le monde le fait, tout le monde le dit. Si le bailleur social veut garder de bonnes relations avec le maire, si le préfet veut garder de bonnes relations avec le maire, il faut reloger en priorité les habitants de la commune. Mais au nom de quoi on est contre la préférence nationale et on est contre aussi la préférence communale. Il n'y a aucune raison que quelqu'un qui habite à Colombes soit privilégié par rapport à quelqu'un qui habite à Bois-Colombes. C'est complètement absurde. Soit vous avez des situations d'urgence par rapport au logement, vous avez des cafards chez vous, vous êtes en surpeuplement grave, vous êtes une famille victime de violence qui a besoin d'un logement tout de suite, soit non, voilà, mais être à Colombes ou à Bois-Colombes, ça n'a aucun sens. On est dans un pays où il y a 36 000 communes. On va faire 36 000 règles d'attribution en fonction de l'origine de la personne. Voilà. Donc ça, la philosophie d'ensemble, c'est d'éloigner au maximum l'attribution du logement social de l'élu ou de l'agent qui peut être en charge de cette attribution. Pourquoi? Parce que c'est le risque toujours du clientélisme, et donc cette suspicion aussi de clientélisme. Et certains élus locaux ne sont pas racistes, la plupart ne sont pas clientélistes. Mais le fait qu'on pense qu'il faut passer par l'élu local pour avoir un logement social expose toutes les attributions à cette suspicion. Et donc il faut que les élus locaux arrêtent de faire des permanences logement social. Tout simplement, quand on fait une demande de logement social, il y a des formulaires, il y a des filières, il y a des règles, il y a des lois. C'est pas aller taper à la porte du bureau de l'élu local, ça c'est n'importe quoi. Donc tant qu'on continue à faire ça, on s'expose à ce risque-là. Et le plus simple, c'est ce qui a été dit, c'est de faire une anonymisation, c'est difficile à dire mais c'est important à faire, des demandes de logement social.
on n'a pas à donner un logement social à quelqu'un en fonction de son patronyme. C'est comme quand vous passez le bac. Vous n'avez pas 18 sur 20 ou 17 sur 20 parce que vous appelez un tel ou un tel. C'est en fonction de la qualité de votre dossier ou de votre copie. Voilà. Ça fait longtemps qu'on le demande. Bon, on ne l'a pas beaucoup obtenu dans les différentes collectivités. Il y a un motif d'espoir, c'est la montée en puissance de la cotation. La cotation, c'est que vous avez des critères, et en fonction de, de la satisfaction de ces critères, vous avez un nombre de points. Et donc là, le patronyme n'entre pas en considération. Et ça commence à se faire à Rennes, à Grenoble, à Paris sur le contingent communal, et c'est une manière de ne pas prendre en considération le lien avec l'élu ou le patronyme de la personne. Donc ça, c'est une possibilité de faire de l'anonymisation sans le dire, si ça pose problème. Et on a proposé que dans les 5 ans, la cotation soit obligatoire partout. Si tout le monde chante les louanges de la cotation, si c'est si bien, il faut le faire partout. Merci, mademoiselle.